Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Nick, il y a eu des manifestations hier célébrant, bien sûr, l'acte de résistance du Hamas, bien sûr. Puis on a vu des jeunes qui ont pété des vitres, pété des fenêtres et tout ça. Et les policiers n'ont rien fait. Et rien, strictement, aucune arrestation. Qu'est-ce que tu en penses? Pas d'arrestation, j'aime comment tu décris le but des manifestations pour célébrer. Écoute, il y avait de ça, il y avait de tout. Évidemment, quand tu t'en vas commémorer le 7 octobre, un 7 octobre, quand tu vas le 7 octobre commémorer la résistance, ben forcément, tu contamines la cause puis t'envoies un drôle de message. T'es un petit peu en train de dire que t'es du côté de l'assaillant. C'est pas idéal pour le moins dire, mais t'es probablement voulu, malheureusement, dans bien des cas. Il faut le dire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la réaction de Fadi Daguerre, notre chef de police communautariste woke, qui s'était fait c'est un chef Kodak aussi, il aime beaucoup être à la caméra, Monsieur Daguerre. Je commence en étant critique, mais que veux-tu, je le suis de Monsieur Daguerre, parce que là, il a dit, écoutez, ça s'est bien passé, et il a remercié les leaders des communautés, des deux communautés. Moi, cette approche communautariste, là, je m'en méfie beaucoup. C'est le chef de la police de tout le monde, là. Est-ce que la police doit adopter une approche différenciée, asymétrique selon les communautés? Alors ici, c'est telle communauté, elle est plus éprouvée que telle autre, donc on va être un peu plus indulgent s'il se casse des vitres et puis s'il y a des bâtons qui sortent, parce que c'est ça qui est arrivé, là. Je pose la question, je ne dis pas que c'est la décision qui a été prise et les motifs qui la justifient, mais en tout cas, cette approche communautariste, elle est celle de M. Daguerre depuis longtemps. Il s'était fait remarquer lorsqu'il était à la police de Longueuil, en faisant ces séances de familiarisation des policiers avec la communauté musulmane. Il amenait les policiers dans des mosquées, notamment, pour leur montrer que c'était des bonnes personnes gentilles et tout ça. On n'en doute pas, par ailleurs. Mais le faisait-il avec toutes les communautés? Je pose cette question. Je n'ai pas la réponse au moment de te parler aujourd'hui. Mais tu sais, hier, là, remercier les leaders, je m'excuse, mais il y avait deux sortes d'événements hier. Il y avait des manifs pro-palestiniennes qui ont dérapé totalement, et il y avait des commémorations de la communauté juive et des gens près d'Israël, et ça, il n'y a eu aucune vitre de cassé. Alors, c'est pas vrai de renvoyer dos à dos ces deux événements-là en disant c'était du pareil au même. C'est précisément ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait. Puis c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que il me semble que le 7 octobre, quoi que tu penses par ailleurs de l'action d'Israël puis de son gouvernement dans les suites de cet événement terrible, il me semble que la journée du 7, si tu vas dans la rue ou si tu marques l'événement, tu devrais te garder une petite gêne puis laisser ça à ceux qui ont envie de commémorer cet acte absolument atroce qui a été commis. Le lendemain, là, puis tout le reste de l'année, tu peux faire ta manifestation pour déplorer l'action militaire d'Israël dans la région, si tu veux, ou en Palestine, ou sur Gaza, ou en Cisjordanie, par exemple. Mais tu sais, on a vraiment contaminé les causes. Et donc, je reviens à Fadi Daguerre. C'est pas étonnant que Projet Montréal l'ait trouvé si formidable et si intéressant. Et puis qu'on l'ait engagé à Montréal, mais il apporte ici cette approche très communautariste, et moi je suis pas certain que sur le long terme, c'est vraiment ça qu'on veut de notre police. Moi, j'aimerais mieux savoir qu'on traite tout le monde sur le même pied, puis qu'on ne différencie pas les gens en fonction des communautés, encore moins entre groupes qui adoptent une approche ou une autre sur un problème politique, par exemple. Là, il y a Poilievre aussi qui s'en est pris à Mélanie Joly concernant le 7 octobre. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est intéressant. Donc, au Parlement canadien, hier, Poilievre, en furie, est sur une lancée, une logorée verbale. Et là, il accuse Mélanie Joly de ménager ses positions sur la question du Hamas pour plaire à certains militants libéraux qui seraient plus pro-Hamas dans sa future campagne à la chefferie libérale. Alors, c'est la méthode Poilievre. C'est grossier, c'est exagéré, c'est pas fondé sur des faits vérifiés, mais comme toujours,
c'est pas non plus complètement dénué de fondement et on comprend ce qu'essaie de faire M. Poilievre. Il n'a pas parlé que de ça, hein, aussi il a parlé des woke antisémites. Alors, on voit que M. Poilievre veut mettre en lumière quelque chose, c'est cette proximité désormais entre une certaine gauche et sinon les islamistes, à tout le moins. C'est pas faux, hein? Ouais, ben voilà, en France, on appelle ça l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est pas faux. Ça existe, c'est ce nouvel amalgame étonnant entre jeunes bourgeois de souche qui portent le kéfier et qui vont dans la rue pour défendre, bon, pas seulement la cause ici du Hamas ou des Palestiniens, là, toutes sortes de causes en lien avec la lutte contre l'islamophobie et tout ça. Bon, bref, ça existe ça, et ça inquiète beaucoup de Québécois et manifestement de Canadiens, et c'est ça que veut mettre en lumière Pierre Poilievre. Sur la méthode, il est comme d'habitude un peu grotesque, grossier, mais sur le fond, il touche à quelque chose. C'est vrai que les libéraux naviguent en eau compliquée là-dessus parce qu'effectivement, il y a au sein de ce parti-là une faction très, très proche, là, en tout cas, à tout le moins, très, très en faveur, je vais le dire poliment, de la cause palestinienne, pour aller dans l'euphémisme. Il y a les élections scolaires et le English School Board a installé des panneaux un peu partout dans la ville. Oui, ben écoute, je sais pas si c'était un peu partout, mais ce qui est intéressant, c'est le slogan. Alors, c'était écrit, c'est pour les élections scolaires hein, qui ont lieu à la fin d'octobre, début novembre. Là, vote par anticipation le 27 octobre. Richard, si tu veux prévoir là, pour aller voter, mais en fait, tu ne demeures pas probablement dans un de ces quartiers-là. Mais donc, le slogan, écoute bien ça, Elevating Educational Heights, Defending English Rights. Ça rime, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Alors, élever le niveau d'éducation et défendre les droits des anglophones. Quoi? Est-ce que les droits des anglophones sont bafoués? Mais supposons que ce serait le cas, qu'est-ce que c'est le rapport avec une élection scolaire? Veux-tu bien me dire? Moi, j'ai lu ça 2 fois, je me suis dit, quel étrange, pourquoi pas, pour la promotion de la culture des fèves en Alaska, tu sais, il n'y a aucun espèce de rapport. En fait, il y en a un. C'est la English Montreal School Board de M. Joe Ortona. Hein, ça, c'est Ortona, pardon. C'est le même organisme qui avait déclaré en contestant la loi 96 que le Québec n'est pas une nation et que le seul mot qui convient pour parler du Québec, c'est province. Hein. Et puis, c'est cette commission scolaire aussi qui conteste la loi 21, qui a dépensé plus d'1 million de dollars là-dessus, qui s'en va en Cour suprême, qui a annoncé son intention de porter cette cause devant la Cour suprême. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui brimerait les droits des anglophones. D'où ça sort, ça? Ben, je t'explique, Richard, très rapidement. Là. Il y a dans la Constitution canadienne le droit de s'instruire dans la langue de la minorité. Alors, en français au Canada hors Québec et en anglais au Québec, comme si les Anglo-Québécois étaient véritablement une minorité, mais ça, c'est une autre histoire. Et à partir de ce droit, progressivement, on a créé un droit de gestion des écoles ici. Donc, c'est pour ça que les anglophones tiennent beaucoup à leur commission scolaire et qu'ils ont réussi à les conserver. Puis là, de ce droit de gestion, on est allé un pas plus loin lorsque le juge Blanchard, là, sur la question de la loi 21, avait décidé, lui, qu'il fallait que les commissions scolaires anglophones soient soustraites à l'application de la loi 21. Là, on commence à aller loin dans le séparatisme. Hein? Alors, et ils ont perdu par la suite en cour d'appel là-dessus. Puis là, ils s'en vont en cour suprême. Mais ça nous montre que pour les anglophones se sentent abandonnés par le Parti libéral du Québec. Ils se sentent abandonnés par le Parti libéral du Canada. Ils n'ont plus le Parti égalité. Alors là, leur seule institution, tu comprends, le seul véhicule maintenant pour défendre leurs droits, c'est rendu, bizarrement, une commission scolaire. Et ils s'accrochent là-dessus comme si c'était leur parti. Oui, Ortona for President, mais ils ne font pas que s'accrocher là-dessus. C'est un levier important pour eux j'ai envie de dire, vraiment pour pratiquer une forme de séparatisme, c'est-à-dire pour se soustraire au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir culturel québécois de façon plus large. Et c'est ce qui se traduit dans ce slogan-là. Ils ont dépensé $1 million contre la loi 21 pour défendre The English Rights. English Rights. Écoute, en terminant, Legault, les déportations, hier, je parlais à M. Didier Lesky, qui est le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de l'intégration en France.
et je lui disais, qu'est-ce que vous pensez des propos de M. Legault? Mais il dit, ça se fait partout en Europe. Là. Il dit, il y a plein de pays européens qui font ça. Puis il dit, en France, étant donné qu'on avait trop de demandeurs d'asile à Paris puis à Pas-de-Calais, dans le nord de la France, il dit maintenant, on les prend puis on les déménage de région, tu sais, puis c'est pas à eux autres de choisir, là, eux autres viennent ici, puis après ça, c'est à nous autres à choisir où on va les mettre, puis on va les... Mais il dit, lui, il voyait aucun problème là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, la question du délai est importante. Évidemment, si ça te prend des années à traiter leurs demandes, puis qu'ils ont eu le temps de s'installer, puis de tranquillement commencer à s'intégrer quelque part, c'est plus délicat de les déplacer par la suite. Mais sont-ils tous aussi intégrés? La question se pose. En tout cas, tout le monde a fait la morale à Legault, dont le maire de Québec, qui lui a rappelé que l'immigration, c'est une contribution importante à la société. Puis, écoute, Richard, plein de gens nous écoutent, y compris des gens issus de l'immigration en ce moment. Puis je suis certain qu'ils seront d'accord, ils ne seront pas insultés, ils seront d'accord avec moi si je dis que ça, c'est dans un pays à peu près normal, dans un contexte à peu près normal. Il y a personne qui a de droit, qui devrait dire aux immigrants, vous êtes de trop, on n'aime pas votre culture, on veut pas vous voir ici. Au contraire, c'est effectivement un apport, une richesse. Ils vont contribuer économiquement, culturellement au pays d'accueil. Cependant, quand tu as, par exemple, une école où il y a pratiquement 100% des élèves qui sont issus de l'immigration, est-ce qu'on peut encore parler d'une contribution culturelle? Où est l'intégration? Ben oui. Est-ce que c'est seulement possible? Les Canadiens français, là, je mime des guillemets avec mes doigts pour ceux qui ne nous ont pas en vidéo, peuvent-ils intégrer dans des conditions comme celle-là? Bien sûr que non. Alors, la question du nombre est importante. Puis quand on a parlé de déportation, c'est un abus de langage, là. Déportation, tout au long de l'histoire, que ce soit de façon plus politique ou juridique, ce que ça veut dire essentiellement, c'est déraciner des gens qui sont dans leur pays, parfois depuis des générations, les arracher à leur milieu, à leur carrière, à leur famille, pour les foutre dehors, les envoyer ailleurs. On ne parle pas du tout de ça ici. On parle de gens qui sont entrés dans un système, qui attendent une décision, qui ont, pour toutes sortes de motifs, fait usage du concept de demandeurs d'asile, et puis ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait quelques soubresauts avant d'être définitivement installés quelque part. Mais d'entrée de jeu, tu l'as bien dit, ça dépend du délai. En France, je crois, c'est quelques mois pour que ton dossier soit traité. Ici, c'est 4 ans plutôt que 4 mois. Fait que là, c'est ça le maudit problème. Merci beaucoup, dirait que Nick. ça fait l'affaire de certaines personnes au fédéral. Oui, c'est vrai ça. Merci, Nick Payne. À demain. Bye, salut.